En vue donc de créer une interaction entre les acteurs du monde professionnel et les boursiers de la Fondation Mastercard à l'UAC, Leadership Talk Series a décidé pour ce numéro 3 d'axer la thématique sur des domaines très intéressants qui constituent aujourd'hui les poumons de toute entreprise qui veut impacter. Il s'agit entre autres des télécommunications, des systèmes informatiques, du numérique. Et donc, pour apprivoiser le sujet, nous avons avec nous deux invités. Il s'agit entre autres de Madame Christelle Agossou. Elle est experte en stratégie, innovation et développement commercial. Actuellement chef de projet au sein d'une agence gouvernementale où elle s'occupe de la conception, de la recherche, de financement et de la mise en œuvre des projets numériques pour accompagner les activités des différents ministères dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG. Bonjour Madame Agos. Bonjour Madame Berzin. Et j'ai à ma droite Monsieur Maxime Akplogan. Il est Project Manager Senior, consultant international en transformation digitale au sein d'une firme de la place. Donc vous accompagnez les entreprises et des institutions de divers horizons sur le déploiement de systèmes d'information, de l'audit, de la gestion de projets informatiques dans des secteurs comme la justice, les finances, les banques et l'industrie. Bonjour Monsieur Maxime Akplogan. Bonjour Madame. Alors, en dehors de vous, nous avons un chaleureux public composé d'étudiants boursiers de la Fondation Mastercard et d'autres étudiants également qui vont essayer à travers vos expériences qu'on va partager avec eux de s'édifier. Je vous prie, cher public, de vous applaudir et d'applaudir nos invités. Merci. Alors, j'ai une question pour nos deux invités. Je suis sûre que cette question également trotte dans la tête du public. On a parlé de consultants, senior manager project, etc. Ce sont des thèmes assez compliqués. On va essayer donc de les diluer au mieux qu'on peut. Je vais commencer donc par Madame Agossou. Dites-nous, en thème plus simple, en quoi consiste votre métier ? En termes simples, en quoi consiste mon métier ? Bon, déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Mon métier consiste à apporter des solutions. Le domaine, donc, dans le domaine des télécommunications, des systèmes d'information numérique, est un vaste domaine qui touche plusieurs secteurs d'activité. L'objectif, le rôle, en tout cas moi aujourd'hui je suis une experte en stratégie, en innovation et en développement commercial. Qu'est-ce qu'on peut entendre par la stratégie ? C'est la façon dont on met en place les processus pour atteindre une vision. La vision, elle peut être pour une entreprise, elle peut être pour une institution, elle peut être pour soi-même. Donc quel plan d'action, quelle feuille de route on met en œuvre, on définit pour atteindre cette vision-là. C'est ça la stratégie. L'innovation, je pense que vous le savez un peu tous, c'est comment aller chercher de la nouveauté, par quelle solution mettre en place pour apporter de la nouveauté ou parfois pour des services existants déjà, comment les remettre au goût du jour ou comment trouver d'autres méthodes pour les rendre beaucoup plus attractifs. Donc l'innovation touche plein de domaines, le domaine médical, le domaine des routes, le domaine de l'alimentation. Et le volet développement commercial, c'est une fois qu'on a défini cette vision, qu'on a défini cette stratégie et qu'on a apporté de l'innovation, comment est-ce qu'on rend ce service ou ce produit qu'on a conçu disponible pour l'utilisateur. Et l'utilisateur est un client, comme vous et moi. Il peut être un étudiant, il peut être une commerçante, il peut être un plombier et le client peut être également une institution, une entreprise, une PME comme un gouvernement. Donc voilà un tout petit peu comment je pourrais résumer qui je suis, ce que je fais. Je crois qu'on va en revenir. Et je m'adresse à Monsieur Akplogan à présent. En thème vraiment terre à terre, qu'est-ce que vous faites dans le domaine du numérique ? Ok, merci. Je vais d'abord axer sur la partie Product Management.
Bon, gestion de projet en français, et on va essayer de dire ça de façon très simple. On va parler sur la partie projet et ensuite sur la partie gestion de projet. Un étudiant qui quitte chez lui tous les matins pour venir à l'université, c'est certes un déplacement, mais ce n'est pas un projet pour différentes raisons. D'abord, c'est lui seul, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et la deuxième raison, c'est quelque chose qu'il fait tous les jours. Ce n'est pas limité dans le temps. A priori, il va le faire pendant des années tant qu'il est à l'université. Ça devient un projet si on dit par exemple que la classe dans laquelle il est, ils veulent se déplacer, ils veulent faire une sortie de l'université pour aller à Alada. Ça concerne beaucoup de personnes. C'est limité dans le temps. La sortie là aura lieu dans un mois. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut organiser autour de ça. Donc ça devient un projet. Et je pense qu'ils le savent tous parce qu'ils font des projets de ce genre assez régulièrement, que ce soit sur le plan professionnel ou même de façon récréative. Alors, pourquoi il faut gérer les projets ? Parce que quand vous rentrez maintenant dans le monde professionnel, des petites activités au sein de l'entreprise sont assez faciles à mener. Mais dès que ça prend une taille plus importante, que ça implique beaucoup de personnes, eh bien, il faut quelqu'un qui va être un peu l'équivalent du chef d'orchestre de ça. Et vous pouvez avoir des projets multiples et multiformes, des projets complexes. Et à partir de ce moment, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui puisse gérer la communication entre tout le monde, gérer les diverses parties prenantes. Vous savez, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont moins rapides, il y en a qui aiment communiquer par téléphone, d'autres il faut leur écrire, etc. Il va gérer aussi tout ce qui est suivi du projet, s'assurer qu'au fur et à mesure où on avance dans le projet, on n'oublie pas l'objectif. Si la classe décide d'aller à Alada pour une sortie récréative, si on ne sait pas faire, peut-être il y a 2 ou 3 personnes influentes qui font qu'on va finir à Abomey pour aller faire un chant religieux, ce qui n'était pas le projet initial. Donc c'est un peu le rôle d'un project manager qui est, bien sûr, vous pouvez avoir un project manager orienté techno, ce que je suis, mais aussi pour tout projet, ce que je suis également dans ma vie de consultant. Un project manager, vous pouvez manager des projets, je ne sais pas, dans le secteur minier, des projets dans le secteur de la santé, dans le nucléaire, etc. Mais il y a tout un tas de techniques que vous répétez tout le temps pour faire en sorte que, une fois qu'on a défini un objectif et un projet, eh bien, vous conduisez l'équipe à atteindre cet objectif. Donc, en quelque sorte, vous êtes comme un chef d'orchestre au sein d'un projet. À peu près. Dans le project manager, c'est vraiment le chef d'orchestre. Ouais. Voilà. Alors, Madame Agosso, comment vous êtes arrivée au numérique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonne question. Je suis arrivée vers le numérique en me renseignant. Je dois dire que quand j'étais collégienne, lycéenne, je n'avais pas forcément une appétence pour l'informatique. J'ai fait une formation, j'ai fait des filières scientifiques, donc j'aimais beaucoup la physique-chimie. Pas forcément les mathématiques, je m'en sortais plutôt bien, mais j'aimais surtout la physique-chimie. Et à l'époque, les parents souhaitaient que je fasse médecine, donc docteur. Donc moi j'ai dit non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Mais ce qui m'intéressait, j'aimais beaucoup les sciences. Et petit à petit, je me suis renseignée. Donc à l'époque, on parlait pas vraiment de numérique, mais on parlait plutôt d'informatique. On parlait d'informatique, d'ordinateur, etc. Et c'est petit à petit, en fait, que, en me renseignant, en regardant les gens autour de moi, en étant curieuse, en sachant, voilà, quels sont les métiers possibles, quelles sont surtout les filières qui amènent à ces métiers-là, quelles sont les adaptations qu'on peut en faire dans la vie courante, comment est-ce que ça peut toucher le quotidien des uns et des autres. Que je me suis dit, je vais m'orienter vers ce domaine. Et le domaine donc, de prédilection, c'était surtout les télécommunications. Et donc, les télécommunications et donc, qui s'ouvrent un peu plus dans l'environnement du numérique et qui apportent donc, du coup, un certain nombre de solutions technologiques au quotidien des individus que nous sommes. Donc, c'est un peu comme ça, par ce processus. Donc, il faut de la curiosité. Il faut se renseigner, il faut regarder autour de soi et il faut donc pas hésiter à poser des questions. Alors, monsieur Maxime Aplogan,
vous parlez tout à l'heure, vous dites que vous êtes chef d'orchestre quand on prend un projet. Mais j'aimerais bien qu'on essaye de partager avec les étudiants des thèmes assez simples, qu'on essaye de leur diluer ça, parce qu'on est là pour parler du numérique, pour parler de la télécommunication, mais il faut quand même qu'ils comprennent un tout petit peu ce que c'est. Alors dites-nous, c'est quoi le numérique? C'est quoi la télécommunication? Quand on parle de digitalisation, qu'est-ce qu'on peut comprendre très rapidement de ces petites thématiques? Bon, déjà, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, non, je pense que, comme ma prédécesseur l'a dit, d'abord, c'est des domaines qui évoluent. Donc, le vocabulaire, je vais dire, n'est pas stabilisé, parce que chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, il y a un nouveau vocabulaire qui se met en place. Nous, on a appris, je pense qu'on est à peu près de la même génération, on a appris l'informatique. Au fur et à mesure où les choses se sont complexifiées, on a parlé de systèmes d'information. Après, on va vers le numérique. Et maintenant, on parle de plus en plus d'innovation parce qu'on voit que le champ est très, très large et il touche un peu tous les domaines. Mais d'une manière générale, ce que je peux dire, et je pense que les étudiants le savent bien aujourd'hui, c'est la transition du monde d'avant, où l'information était quand même à un endroit. Et si je vais vraiment oser une grande image, l'information était portée par l'homme, de main à main. Quand vous écrivez sur le papier, l'information, c'est un homme qui prend le papier et qui donne ça à un autre. La technologie, maintenant, l'information est diffusée à travers tout un tas d'algorithmes, d'outils, de procédés, de machines, etc. Parce que le cœur de tout ça, in fine, c'est l'information. Le numérique ne transporte pas autre chose que de l'information. Le numérique ne transporte pas le poulet d'ici à là-bas, en tout cas pas encore. D'accord? Donc c'est vraiment, que ce soit de la vidéo, une image, du son, de la 3D, je ne sais quoi encore, c'est juste de l'information qu'on transporte dans le numérique. Et si on doit avoir une version très très simple de la technologie aujourd'hui, je pense qu'on peut résumer ça à ça. Maintenant, derrière, vous allez avoir beaucoup d'acteurs de secteurs différents. Les gars qui font le son tout à l'heure, c'est des acteurs du numérique, c'est des acteurs de la technologie. Bien Leur sûr. Son, c'est pas les vieux 33 tours, encore une fois, où ils gèrent ça localement. C'est vraiment des choses, je pense qu'il y a la possibilité que ce soit retransmis sur une longue distance, etc. Donc le numérique balaye un champ très vaste. Et à souhait, je n'ai pas dit que ça se base sur le 0 et le 1, parce que même le 0 et le 1, il est tellement loin aujourd'hui, on ne le voit plus. Parce que le 0 et le 1, quand on en parle, c'est une petite taille de données, mais on gère aujourd'hui des tailles de données tellement immenses que si on veut chercher à voir le 0 et 1, le numérique, il est encore très loin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à simplifier, mais c'est un peu ce que je dirais en français facile. D'accord. Madame Agos, on veut compléter quelque chose? Numérique, télécommunication, digitalisation, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces différentes thématiques? Donc, pour compléter les propos de M. Aplogan, je peux m'essayer à quelques définitions. Alors, les télécommunications, il faut comprendre cela par tout ce qui permet un échange à distance, tout simplement. Le téléphone est le outil de télécommunication, le téléphone fixe, puisque quand on s'appelle, c'est bien parce que, a priori, on n'est pas côte à côte. Sinon, on se parle de vive voix. Bien sûr. Donc, les télécommunications, en fait, englobent toutes les technologies qui permettent une communication entre A et B à distance. Donc ça peut être aussi maintenant, comme disait M. Aplogan, beaucoup de choses se sont complexifiées, il y a plus de diversité. Donc ça peut passer de A à B vers entre A, B, C, D quand on fait des réunions à plusieurs. Donc les télécommunications, pour garder une image en tête, c'est toutes les méthodes qui permettent une communication à distance en se basant sur les technologies. Le numérique, disons pour simplifier, c'est un support, c'est-à-dire que ce n'est pas le contenu. Monsieur Aplogan disait que ce qui est important, c'est l'information. Mais cette information, comment est-ce qu'on la stocke?
la façon de la stocker, c'est ça qui est cette façon numérique. Donc, et on la stocke électroniquement. Vous avez un livre, vous pouvez l'avoir en version papier. Vous allez à la librairie, à la bibliothèque, vous prenez un livre. Comme vous pouvez l'avoir de manière électronique, donc sur un support numérique. Votre pièce d'identité peut être en version papier, comme sur un support numérique. Donc ce numérique, ce mot, il est assez générique et quelque part, il touche tous les secteurs. Aujourd'hui, quand les policiers vous donnent une contravention au Bénin, c'est encore en support papier. Mais demain, ça peut être numérique. Il suffira juste, avec vos identifiants, de vous envoyer la contravention par email et que vous puissiez payer par mobile money, par exemple. Donc, en fait, voilà, le terme est assez se prête à ça. Et il faut comprendre que c'est en versus l'analogique et versus la version physique. Maintenant, la digitalisation en elle-même, moi je dirais que il faut comprendre la digitalisation comme le processus de rendre numérique un élément, un produit. Donc aujourd'hui, si je prends encore l'exemple de la contravention, bon, c'est pas le meilleur exemple qui soit, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, ou de la carte d'identité, ou du permis de conduire, ou il y a plein de possibilités. Ou dans une entreprise, comment je gère mes stocks. Les stocks, je suis un commerce aujourd'hui, je suis à Tokpa, je vends des vêtements. Aujourd'hui, comment est-ce que je contrôle mes stocks? Les stocks, comment je les contrôle? Donc, j'ai les balles de vêtements et puis je compte les habits. Oui. Voilà, ce n'est pas toujours efficace, ce n'est pas toujours efficient. Quand on m'enlève de la marchandise, le temps que je me rende compte que peut-être que certaines personnes se sont servies dans ma marchandise peut être long. Donc, ma réactivité peut être longue et ça impacte mon activité. Bien sûr. Par contre, si je digitalise mon processus de stock, c'est-à-dire que quand je reçois la marchandise, chaque habit vient avec un code barre et ce code barre est rentré dans un système informatique, une jolie application informatique qu'un des étudiants de l'IFRI ici présents nous développe et qu'on permet avec ce code barre ou avec un QR code de taguer cet habit. Moi, à un instant T, je connais mon stock de vêtements. Et donc, je gère mon commerce à Tokpa. J'ai digitalisé mon processus de stock de vêtements, mon processus potentiellement d'approvisionnement vis-à-vis de mes fournisseurs. Donc, j'expliquerai un peu la digitalisation par toutes les méthodes qu'on met en œuvre pour rendre le produit ou la disponibilité d'un service numérique. Voilà. Alors je pense que ça rejoint la question qui suit, qui est de savoir, est-ce qu'il est possible d'entreprendre dans le numérique? Si oui, comment on peut y arriver? Monsieur Aplogre. S'il n'était pas possible d'entreprendre dans le numérique, c'est la fin du monde. Donc, je pense que oui, il est clairement possible d'entreprendre dans le numérique et j'entrevois en fait la question, c'est entreprendre dans le numérique au Bénin. Donc ça, voilà, surtout au Bénin. C'est là où c'est un peu différent. Disons que, comme toute chose, entreprendre a toujours été possible parce que c'est dans la nature de l'homme d'entreprendre, de vouloir essayer de nouvelles choses. Dans le numérique au Bénin, ça a toujours été possible puisque personnellement, je pense que ma première entreprise date déjà de 21 ans et elle est dans le numérique. Et aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Ça l'est beaucoup plus parce qu'il y a énormément d'investissements massifs qui ont été faits sur les dernières années pour avoir l'infrastructure d'abord. Il faut avoir l'infrastructure. Deuxième chose, il faut avoir le marché. Vous pouvez être d'excellents développeurs, vous pouvez proposer énormément de choses dans le numérique. Si l'endroit où vous vivez, ça n'intéresse pas les gens, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, naturellement, peut-être même parfois sans s'en rendre compte, vivent au quotidien dans le numérique. C'est ça qui offre des perspectives d'entreprise. Quand vous commandez
votre déjeuner à midi, votre plat de 1000 francs ou 2000 francs par WhatsApp, c'est du numérique. Ça reste du numérique. Parfois, on banalise ça parce qu'on se dit, bon, j'envoie juste un message et puis après, il m'appelle, c'est pas du numérique. C'est du numérique parce qu'il y a toute une activité qui est faite du moment où l'autre, il a quelque chose à proposer, donc je suis informé et moi, je fais toute une démarche pour acquérir ce bien-là. C'est un processus. Après, c'est là où les possibilités d'entreprendre existent. Une fois que l'opportunité est là, eh ben, il faut que chacun se batte pour essayer d'adresser cette opportunité. Celui qui va trouver une solution, par exemple, pour pouvoir gérer cette partie qui est la vente, il a entrepris dans le numérique. Mais d'une manière globale, entreprendre, c'est pas que c'est possible, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si on veut avoir une réelle économie, la vraie économie, c'est pas l'État. C'est pas le public. Le public n'est pas une économie. C'est l'argent de nous tous qui est collecté pour initier un certain nombre de choses et pour gérer la cité. Donc, ce n'est que l'entreprise qui fait l'économie au quotidien. Donc, entreprendre d'abord, c'est possible, c'est nécessaire et j'oserais dire, c'est facile. C'est là où peut-être les jeunes se trompent souvent. Entreprendre, c'est extrêmement facile parce que la première règle de l'entreprise, c'est l'échec. Les jeunes pensent qu'entreprendre, c'est difficile parce qu'ils vont entreprendre avec réussir. C'est deux choses différentes. Un des gars qui a le plus réussi et que moi j'admire particulièrement, qui est Jack Ma, et si vous regardez des vidéos sur YouTube sur lui, il vous dira combien de fois il a échoué. Donc ça veut dire que c'est un entrepreneur né parce qu'il est prêt à échouer et recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer. Le numérique, c'est ça. Il n'y a aucun développeur au monde qui a fait un code d'une application et c'était juste. 100% des codes des applications sont fausses. Il n'y a aucune application qu'on a fait au monde et qui n'a pas eu de bug. Quand on fait l'application, c'est d'abord aller chasser les bugs. Donc c'est extrêmement facile d'entreprendre quand on comprend que c'est d'abord une succession d'échecs. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne s'en souviendra de vos échecs. On se rappellera juste le jour où ça a marché. Parce que c'est la version qui a marché, qui va être commercialisée, que les gens vont utiliser, etc. Donc il est important pour ceux qui sont à leur stade de comprendre que oui, entreprendre c'est possible, oui, entreprendre c'est nécessaire. Entreprendre c'est égal à échec. Il faut accepter ça. Si vous acceptez d'échouer, vous acceptez de souffrir, au bout, peut-être, et je dis encore peut-être, vous aurez la réussite. Ce n'est pas une obligation de réussir, en fait. Non, c'est sérieux. On n'est pas obligé de réussir. Il y a un seul président de la République. Vous savez le nombre de gens qui veulent être président de la République qui ont échoué? Et ils ont fait ça peut-être de 40 ans jusqu'à atteindre l'âge limite de 70 ans et ils n'ont jamais réussi. Mais ils ont marqué l'histoire du pays. Parce qu'ils ont essayé, ils ont été candidats, et peut-être ils étaient à 2 doigts de passer, etc. Donc il faut vraiment accepter cette partie de l'échec parce que c'est au bout que peut-être il peut avoir la réussite. Alors Madame Agosso, vous êtes aussi d'avis, entreprendre, c'est échouer d'abord? En tout cas, je pense que l'échec fait partie de notre existence. Donc il faut l'accepter et se dire que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne peut pas réussir. Et est-ce qu'on peut entreprendre dans le numérique? Oui. Est-ce qu'on peut entreprendre tout court dans nos pays? Je dirais même qu'il faut entreprendre parce que c'est vital pour nos économies. Nous sommes dans des pays, le Bénin est un pays en voie de développement, il a une population très jeune, vous êtes là, qui est compétente et des solutions pour faciliter le quotidien des gens. Il en existe plein qu'on pourrait développer. Il suffit d'observer au quotidien le fonctionnement de la ville, le fonctionnement de la cité, de se dire, aujourd'hui, prenez l'exemple d'une société, bon, peut-être qu'il ne faut pas faire de la pub, mais comme Gozen par exemple. Ils n'ont rien inventé en tant que tel. Les émigrants ont toujours existé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de se dire, comment est-ce qu'on peut améliorer la productivité d'un ZEM? Comment est-ce qu'on peut réduire les coûts pour les utilisateurs en mettant en place des solutions numériques? Et ils ont répondu à la question, ils ont un marché. Donc,
quand on veut entreprendre, il faut s'assurer que, d'une part, on a un produit qui a une certaine viabilité, deux, qu'on a un marché, donc il y a des clients pour ça, et de trois, c'est de se lancer, c'est ne pas avoir peur, c'est de se donner les moyens, et ça commence par des choses basiques, être à l'heure, respecter ses engagements, etc. Alors, je vais partir sur des anecdotes ou des expériences parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dans le numérique, quels ont été les challenges que vous avez quand même relevés? Parce que je rappelle, Madame Agosso, vous êtes une femme et ça n'a pas été facile, je suis persuadée que non. C'est vrai que pour nous les femmes, c'est un tout petit peu plus compliqué, que ce soit dans le numérique ou n'importe quel secteur, parce que nous devons prouver 2 fois plus que les hommes, parce qu'on part du préjugé que la femme n'est pas capable, la femme ne peut pas, elle n'a pas les compétences. Moi, je vous dis, arrêtons cette mentalité tout de suite. Dieu nous a créés avec le même cerveau que les hommes. Et souvent, en général, il a été prouvé que nous sommes de très bons responsables, que nous sommes de très bons managers, que nous sommes structurés et que nous sommes très compétentes. Donc, je dirais que la première barrière vient des femmes elles-mêmes. C'est vrai que la société impose certaines choses, mais il faut déjà sauter cette barrière et ça vient de l'état d'esprit. Ça vient de ce qu'on se met soi-même dans la tête. Si je me dis je ne peux pas y arriver, c'est certain, je ne vais pas y arriver. Donc, commençons déjà par nous dire c'est possible, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Celui qui le fait, il n'a pas de tête. Donc, à partir de ce moment-là, il suffit tout simplement de se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est un peu comme je disais au début, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est vraiment d'avoir envie de se lever chaque jour avec son ambition, d'aller voir les aînés qui sont passés par là, qui peuvent nous coacher, qui peuvent nous accompagner dans la bonne direction, nous donner de bons conseils, c'est nous renseigner et aussi se dire que, comme disait M. Akplogan, on a le droit de se tromper. Nous sommes des humains, on a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas. Donc, quand une porte se ferme, il ne faut pas la laisser fermer. Il faut tenter d'ouvrir. Il faut la défoncer, tout simplement. Donc, je dirais que oui, des difficultés, on en a. On ne va pas s'attarder sur celle-là. Je préfère mettre l'accent sur le fait de pouvoir dépasser ces difficultés-là au niveau de tout un chacun, mais de chacune ici, et de se donner les moyens d'aller au-delà de cela. Alors, Monsieur Akplogan, en tant que chef d'orchestre, je reviens beaucoup sur ce, c'est vous qui l'aviez dit, hein, c'est pas moi. Alors dites-nous, quelles sont les solutions que vous êtes parvenus à mettre en place dans le numérique après toutes ces expériences-là que vous avez accumulées avec le temps et que vous aimeriez partager avec les étudiants? Ok, donc je pense que quand on parle des solutions, c'est beaucoup plus dans l'esprit entreprendre, réussite d'entreprise. Ok. Deux grandes lignes fondamentalement. La première, le numérique rime avec innovation, mais il y a des points d'attention à observer. Il ne sert à rien d'être trop en avance, parce que le marché n'est pas là. Donc vous avez la meilleure idée, elle est excellente et tout, vous voyez que c'est utile, mais clairement, le marché n'a pas la maturité, ça n'intéresse pas les gens. Pour accueillir ce... Voilà, donc une des grosses erreurs qu'on fait, souvent en tout cas que moi j'ai eu à faire, c'est d'être trop tôt en avance. Donc tu vas proposer quelque chose pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans même, ça ne va pas marcher. Tu abandonnes et 3 ans après, tu vois un gars qui l'a fait, boum, ça marche. Tu es énervé parce que tu dis, mais j'avais eu l'idée, personne ne voulait m'écouter, c'est parce que c'est lui. Mais souvent, quand tu regardes bien en réalité, tu étais souvent trop en avance. Donc, venir trop tôt, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, il ne faut pas être trop en avance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très, très important pour moi, et si la génération actuelle le réussit, elle aura fait beaucoup mieux que nos parents et que nous
c'est de travailler ensemble. Travailler Il est ensemble. impossible de réussir une entreprise sans les 3 piliers. Les 3 piliers, vous devez avoir la technique, vous devez avoir le marketing, la distribution, la vente, le commercial, tout ce que vous voulez de cet ordre-là, et vous allez avoir le management. Et en réalité, on n'est pas doué dans les 3. Donc, il faut essayer de faire en sorte que dans le groupe qui va travailler sur le projet, on ait ces 3 composantes. Si vous avez la meilleure solution technologique et tout, mais vous ne savez pas la vendre, vous n'irez nulle part. Si vous avez un bon vendeur, mais qui techniquement n'est pas solide, il n'ira nulle part. Quand votre entreprise va fonctionner, si vous ne savez pas la diriger, vous ne savez pas gérer les hommes, vous ne savez pas régler les problèmes du quotidien, vous n'irez nulle part. Et dans beaucoup, même jusqu'à aujourd'hui, d'entreprises et de start-up innovantes au Bénin, et ailleurs aussi, mais ça se pose avec beaucoup plus d'acuité au Bénin, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et même ceux qui sont dans le domaine du numérique et qui veulent innover dans le numérique, si vous avez une idée d'innovation, mais vous savez que votre inclinaison naturelle, votre aptitude naturelle, c'est le marketing de la solution, ne vous forcez pas à devenir technicien. Trouvez les moyens de convaincre quelqu'un où vous savez que lui, là, il n'en a rien à foutre d'être dans le mal. Lui, il veut rester dans la technique, dans le code, dans les disques durs, dans les câbles, etc. Ça, c'est nécessaire. Si on ne fait pas ça, là, il n'y a aucun projet qui va émerger, qui va réussir durablement. Vous allez sortir le projet, vous allez créer votre entreprise, ça va marcher. Généralement, en plus, vous avez toujours un oncle, un cousin, des amis qui sont vos premiers clients pour vous aider. Mais après, aller conquérir des clients, ça va être compliqué. Quand vous sortez pour conquérir, pendant ce temps, ça ne développe pas, etc., etc. Donc ça, vraiment, il faut réussir à se mettre ensemble. Et je terminerai en disant aussi, quand vous allez vous retrouver dans une... Parce que quand on parle toujours d'entreprendre, il y a un point important qu'on oublie. Quand vous créez une entreprise, il y a des gens qui vont travailler dedans. Bien sûr. Ces gens-là sont plus importants même que l'entrepreneur. Et on passe beaucoup de programmes d'entrepreneuriat, etc. Mais on oublie ce qui est très important, le followership. Si vous, parce que dans la salle, là, je ne sais pas, peut-être à vue d'œil, il y a 150 personnes, il n'y a pas 150 entrepreneurs là. C'est impossible. Il y en a qui sont assis dans leur chaise, vous allez tout dire, créer une entreprise, ils vont vous dire, moi, ce n'est pas mon truc. Mais ils sont très importants. Parce que ceux-là, ils vont travailler avec ceux qui vont créer l'entreprise. Eh bien, il faut qu'ils puissent être motivés, il faut qu'ils puissent travailler à fond dans l'entreprise pour faire développer l'entreprise. Il ne faut pas qu'ils donnent un peu d'eux-mêmes, etc. Quand vous voyez les grands noms qui ont réussi, les Google, on vous dit toujours il a commencé dans son garage, mais on oublie de vous dire que quand maintenant il est passé à l'étape d'entreprise, il avait une équipe de malades. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand on interviewe un bon leader, il vous dit, je n'ai pas fait grand-chose, c'est mon équipe. Donc, il faut aussi que ceux qui ne vont pas créer une entreprise, ils se mettent dans un mindset de dire, je serai un bon membre d'équipe. Je serai quelqu'un qui va donner le meilleur moi-même. Je serai quelqu'un qui va être animé par la notion d'excellence. C'est-à-dire que chaque jour que je viens, je veux faire mieux que hier. Ça, c'est important. Si vous avez ces ingrédients, l'entrepreneuriat peut marcher. Alors, Madame Agossou, Monsieur Aplogon parlait tout à l'heure d'importance de mettre en place des personnes qui gèrent la technique, le marketing, etc. Vous êtes chef de projet. Je suis sûre que vous coordonnez pas mal de têtes. Il y a des hommes parmi eux et tout. Comment vous essayez quand même de gérer tout ça en tant que femme? Est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes que vous aimeriez partager avec nous par rapport au point de vue de l'homme, par rapport à vous, votre place dans la société ou dans le projet que vous coordonnez? Alors, bon, que ce soit dans un projet ou tout au long de la carrière, pardon, nous sommes amenés à collaborer. Donc, collaborer veut dire travailler avec des gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Moi, par principe, quand je suis dans une démarche de collaboration, je ne me pose pas la question de savoir si la personne en face de moi est un homme ou une femme, dans le sens où mon attitude ne diffère pas. Donc, je suis là
pour quelque chose et nous avons un objectif commun à atteindre. Donc, le plus important en tant que dirigeant, c'est de partager sa vision avec les gens qui travaillent avec vous et surtout de les accompagner pour avoir les moyens ou les compétences de vous aider à réaliser cette vision. Donc, du coup, après, on est dans des situations où parfois certains hommes peuvent se sentir visés. Bon, je sais pas visés, peut-être frustrés ou étonnés. Mais après, je pense que tout dépend de votre attitude à vous. Si vous ne faites pas cas de ces comportements ou de cet étonnement ou de leur surprise, eux-mêmes, ils comprennent très vite qu'il faut mettre ça de côté et qu'on est dans un contexte professionnel où on attend un niveau d'excellence de tout un chacun. Donc, le côté du genre se gomme assez vite par lui-même. Donc, je dirais que tout dépend de l'attitude que vous avez vis-à-vis aussi des autres et de la façon dont vous-même, en tant que femme, vous êtes réceptive à cela. Donc, ce que je dis est valable pour un homme, c'est valable pour une femme. Oui. Donc ça se gère bien. Vous n'avez jamais eu de problème avec un collègue Non, parce que même quand des problèmes, on en a tous. Enfin, je dirais, il se peut qu'on ne s'entende pas. Oui. Et entre deux hommes, ça arrive qu'ils ne s'entendent pas non plus. Ou entre deux femmes, ça arrive qu'on ne s'entende pas. Moi, j'ai toujours privilégié le dialogue. Et quand je perçois une situation où je sens que ça ne va pas, il faut se mettre autour d'une table. Il ne faut pas avoir peur de poser le problème, dire voilà, je constate ceci, je ne comprends pas, je ne veux pas me baser sur un a priori ou un préjugé, donc explique-moi ce qui se passe. Et vous verrez que dans la discussion, dans la conversation, ce que vous considériez comme un problème se dissout de lui-même. Très facilement. Très facilement. Donc, ma méthodologie à moi, c'est vraiment d'instaurer le dialogue, de ne pas partir sur des préjugés. Et si l'autre en face a des préjugés par rapport à mes compétences ou à ma capacité de faire parce que je suis une femme, je lui démontre très rapidement par mon attitude, par mon excellence, par mes compétences, que je suis à ma place, que j'ai toute ma place. Et ça ne se discute plus. Je vais essayer de tirer les verres du nez à M. Aplogan. Est-ce que vous pensez que le domaine de la digitalisation est uniquement réservé aux hommes, selon vous? Que les hommes soient dominants dedans, oui, mais uniquement réservé aux hommes, non. Je pense que Christelle Agosso en est un bel exemple et il y a beaucoup d'autres exemples où les femmes font de belles choses. J'aime pas dire en fait souvent les femmes font de belles choses ou les femmes font aussi bien que les hommes parce que déjà c'est mal posé le sujet. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont elle a abordé la question et elle a répondu à la question. Le sujet genre n'est pas un vrai sujet, c'est plutôt d'abord un sujet de savoir-être, de communication, de management. Et de la même manière où on disait que la matière, donc la technologie a évolué, la vie en entreprise, le management, la collaboration, ça a aussi beaucoup évolué. Avant, c'était un vrai sujet de cette manière parce que dans l'entreprise, le patron, c'est un mélange de Dieu, de dictateur et je ne sais pas, de pouvoir absolu. Ça a totalement changé. Et elle a dit en filigrane tout à l'heure, aujourd'hui, le manager, c'est d'abord celui-là qui est bienveillant et son boulot, c'est d'amener chaque personne à se développer et à réaliser les choses. Donc vous voyez que quand vous êtes dans cette approche, il n'y a plus déjà la notion, on ne s'inscrit pas dans un rapport de force. Donc du coup, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est faible. Si cette problématique se pose comme ça, en réalité, il faut sortir de là. Il faut aller voir d'abord le management, il est comment. Si moi, je suis DG homme et que vous êtes ma collaboratrice femme, mais je suis dans un état d'esprit pour dire, j'ai une collaboratrice,
elle est dans la communication. Je vois qu'elle a des aptitudes naturelles sur le plateau, etc. Mais je pense qu'il va falloir que je la renforce un peu plus sur le côté anglais, sur un peu plus de charisme face à certaines situations difficiles. Vous voyez que je ne suis pas dans un rapport, bon, j'ai quelqu'un là, bon, ça c'est une petite, moi je suis le boss. Là, la question de genre va se poser. Ouais. Mais quand on est dans ce management, ces questions s'effacent d'eux-mêmes en réalité. Oui. Et exactement comme elle l'a dit, c'est beaucoup plus regarder les gens avec qui tu collabores sans a priori. Parce que quand vous allez rentrer dans ça, tu peux regarder les gens avec qui tu collabores en disant lui il est trop vieux, ne peut pas faire. Lui il est trop jeune, ne peut pas faire. Lui il est trop petit, ne peut pas dedans. Lui il est trop vilain, etc. Donc en fait, vous allez vous retrouver dans plein de choses inutiles. Il faut vraiment enlever pas mal d'a priori et d'être dans un contexte professionnel, d'agir en professionnel. On est tous dans le même bateau. On a un objectif et l'idée, c'est d'accompagner chacun pour qu'il puisse évoluer parce que c'est l'évolution, l'addition de l'évolution des uns et des autres qui fera l'évolution globale de l'entreprise. C'est ça. Alors, Madame Agosso, dites-nous, vous avez en face de vous des jeunes étudiantes. Il y en a qui sont à l'IFRI, il y en a qui rêvent de devenir comme vous. Oula. Elles sont en face de vous. D'accord, elles sont là. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose à leur dire avant qu'elles ne posent leurs questions? Leurs questions. Oui. Bon, c'est vrai que déjà, l'interview tombe bien parce que jeudi dernier, c'était la journée internationale des jeunes filles dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui est une journée qui a été une initiative de l'Union internationale des télécommunications. Donc, ça montre la nécessité, pourquoi ce genre de jour existe. C'est parce qu'on constate que nous n'avons pas assez de jeunes femmes dans les secteurs scientifiques, dans les domaines scientifiques, technologiques et autres, que ce soit ceux du numérique, mais aussi dans les BTP, dans la mécanique, etc. Ce que je peux dire aux jeunes filles qui sont là de l'IFRI, c'est déjà félicitations parce que vous avez passé ce cap-là, vous avez pris votre destin en main, vous avez considéré que vous étiez capable et je vous confirme, vous êtes capable et vous le demeurerez dans les années à venir. Le message que je peux vous passer en tant que femme, c'est de vous accrocher à ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes passionné, c'est parce que vous avez une envie, mais aussi surtout parce que vous avez les capacités. Et ces capacités-là, il faut continuer tout au long de votre vie à les développer, à les nourrir. Parce que dans une carrière, on ne sait pas tout et les technologies évoluent, donc il ne faut pas rester en arrière. Il faut rester curieux. Donc moi, le maître mot, c'est vraiment la curiosité, aller chercher l'information, aller pousser les portes, aller voir ceux qui sont passés avant nous, chercher à avoir des mentors et quand vous ne savez pas, posez des questions. Parce qu'on a souvent, après ça s'applique à tout le monde, souvent on ne sait pas certaines choses, ou on ne sait pas comment les aborder, mais il y a une certaine timidité, il y a une certaine honte, parce qu'on se dit, si je pose la question, on va se dire que, je suis un peu bête, parce que vous pensez que les autres savent. Mais en réalité, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, et vous êtes plutôt contente d'avoir osé poser la question ou d'avoir osé chercher l'information parce que vous avez résolu le problème de beaucoup de personnes qui n'avaient pas la même démarche que vous. Donc, mon message s'adresse aux jeunes filles, aux jeunes femmes ici présentes, mais il peut être étendu également aux hommes qui sont présents. C'est ayez de la curiosité et battez-vous. Alors, monsieur Aplogor, je ne sais pas si les jeunes étudiants dans la salle sont très contents de vous, mais vous aviez été très direct. Entreprendre, c'est échouer d'abord, ou la réussite n'est même pas certaine. Alors, qu'est-ce que vous aviez à dire? C'est une jolie caricature. Mais généralement, quand on dit ce genre de choses, c'est pour casser des codes. Parce que
il y a beaucoup qui se disent le numérique c'est beau, c'est magnifique, la technologie c'est sympa, donc ils se disent voilà, je vais créer une start-up, ça va marcher, etc. Et ça c'est faux, c'est archi faux. Donc le sens de mon propos c'était d'abord ça. Maintenant c'est encore une fois je vais le citer, hein, c'est Jack Ma, je pense que la vidéo existe, où il explique un peu les âges. À 20 ans, il faut tout faire. Vous faites tout et n'importe quoi. C'est pas grave. Au cours... Il faut tout faire. Oui, il faut vraiment avoir une boulimie d'initiative. Et parfois, je pense que les jeunes sont trop sérieux et ils veulent faire ça trop bien et ils veulent prendre le temps de faire ça de façon peut-être trop compliquée même en fait. Ça manque un peu de folie créative. Et en plus, Christelle Agossou l'a dit, demander aujourd'hui, c'est facile. Avant, pour nous, demander, c'était extrêmement compliqué. Parce que demander, ça veut dire tu vas aller demander à un aîné, tu vas aller demander à un professeur. Et tu peux avoir la timidité, le retour en face. Ouais. Aujourd'hui, il y a un gars, vous pouvez demander, il a la réponse à tout. Monsieur Google, nom de famille.com. Donc, moi, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire et je n'ai pas pu lui demander. Et en plus, ça, c'est vraiment dans l'intimité de mon ordinateur, de mon téléphone. Il n'y a personne. Donc, si quelqu'un est assis là et dit, bon, j'ai bien envie de savoir comment on fabrique une caméra, il parle à ce gars, il sait. Il n'y a pas de honte, quoi. Je veux savoir comment les filles, elles font pour faire des jolies chouettes et être choco comme ça. Il lui demande. Vous voyez qu'un garçon maintenant qui dit, ah, je veux être beau gosse, est-ce qu'il va aller voir quelqu'un pour dire, je veux être beau gosse? Ça ne marche pas. Google. Mais il peut aller demander ça à Google. Je veux être beau gosse. Il dit, ah, quelques conseils pour être un beau gosse. Va faire du bodybuilding, porte une jolie chemise, mets le col en V au lieu de fermer les 4 boutons du haut, etc., etc. Et dans la technologie, dans l'innovation, c'est la même chose. Donc je trouve que les jeunes sont un peu trop attentistes. Demandez, faites tout et n'importe quoi. Je vais encore exagérer, après vous allez me caricaturer, mais faites un joyeux bordel quotidien de n'importe quel essai. Et à la fin, vous allez commencer à voir quel est votre chemin. Parce qu'on ne réussit que dans son chemin. On ne réussit que dans ce dans quoi on est passionné, ce dans quoi on est intéressé. Vous verrez si vous faites un rewind... comment on appelle, rembobiner la cassette, vous allez voir que toutes les fois où vous avez fait des choses, parce qu'on a dit fais ça, ou parce que vous vous êtes dit bon ça au moins on ne va pas dire que il est impoli ou elle est impolie, ou bien qu'elle est trop dévergondée, ou bien qu'elle exagère trop, vous allez voir que tout ce que vous avez fait de ce genre, vous avez échoué. Mais toutes les fois vous avez fermé les yeux pour dire allons-y. Même quand ça n'a pas marché, vous étiez content, vous avez appris quelque chose d'une matière importante qui est certainement la plus importante de vous-même. Quand vous vous apprenez chaque jour la matière vous-même, tous les jours vous êtes plus fort. C'est ça. Alors nous allons passer à présent donc aux questions donc du public, des jeunes boursiers en face. Nous allons donc passer aux questions. Je veux juste connaître le parcours professionnel de M. Aklogan et si possible de Mme Agossou. Merci beaucoup. Si par exemple la personne a une idée de création et il doit coopérer avec des gens, on doit s'associer pour que l'idée puisse avancer. Maintenant, on se met ensemble et lorsqu'on se met ensemble, on comprend que bon, peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas peut-être dans la même vision que toi. D'autres veulent que le projet puisse réussir tout de suite. Et quand ça ne marche pas, ils commencent par adopter des attitudes de découragement. Ils n'ont plus d'engouement pour aller loin, quoi. Donc, j'aimerais savoir comment on peut faire pour réintégrer ces gens de personnes dans notre champ de vision. Merci. Merci. Alors, on va répondre d'abord aux deux premières questions très rapidement avant de continuer. La première question était on était vraiment pressé par le temps, on n'a pas pris part à cette question-là. C'était de savoir un peu les parcours professionnels donc des deux invités. Je vais commencer par M. Aklogan, sinon il dira que c'est de la discrimination. Après, on prendra Mme Agossou. D'accord.
Bon, j'ai commencé à 18 ans. 18 ans 20 ans, je ne sais plus. En tout cas, j'ai commencé à LC2, la défunte LC2, où j'étais tour à tour infographe, diffusion, technique à la fin. Donc, ensuite, j'ai créé mon entreprise en informatique, la société. On cite les noms des sociétés? Oui, il faut y aller. Ok. La société MA Info SARL, donc ça c'est en 2000. Ensuite, en 2001, j'ai créé Microland informatique qui est à Ganhi. Je pense que j'ai fait 1 ou 2 ans avant de céder ma participation dans Microland et reprendre uniquement MA Info. Je pense vers les années 2008, j'ai créé une autre société, Média Numérique, Menu, qui s'occupait essentiellement de développement de logiciels. Après, j'ai commencé parallèlement une carrière donc, de consultant indépendant à partir de 2015 par là. Et en 2020, donc j'ai arrêté de travailler dans ces différentes entreprises pour embrasser maintenant une carrière de consultant permanent. Consultant indépendant, c'est que vous êtes consultant et quand il y a une mission, on vous appelle. Ouais. Consultant permanent, vous êtes dans un cabinet de conseil et donc vous faites du conseil matin, midi, soir. Et depuis septembre 2000, je suis donc le chef du département consulting et risk advisory à Deloitte. Donc voilà un peu en termes de parcours ce que je peux dire. Madame Agosso. Alors, donc moi j'ai une formation en ingénieur en télécommunications. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur réseau chez un opérateur de télécommunications où j'ai passé 10 ans donc dans des fonctions techniques au début pendant les 5 premières années et graduellement plutôt vers des fonctions de développement commercial, toujours chez un opérateur de télécommunications. Donc ça nécessitait d'avoir la base technique pour pouvoir vendre les services aux clients. Et donc mes clients, c'était surtout des entreprises et des gouvernements. Donc après cela, je suis allée prendre la tête d'une direction donc, chez un opérateur mobile au Niger à côté, où j'ai passé 4 ans. Et donc, suite à cette expérience au Niger, je suis revenue au Bénin, où aujourd'hui, je participe à l'action gouvernementale sur les projets numériques du PAG. Voilà. Alors, la seconde question était de savoir, lorsqu'on crée une entreprise ou lorsqu'on a un projet, on travaille ensemble, et à un moment donné, le projet se retrouve confronté à des petits soucis et des personnes du projet décident de partir. Comment on fait pour réintégrer ces personnes-là, pour leur donner encore le goût, l'engouement? Monsieur Aplogon. Bon, là, je pense que Christelle connaît bien la matière. Déjà, souvent, c'est un peu comme dans les mariages. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, généralement, on se contente au début seulement, je suis amoureux, elle me plaît, il me plaît, on veut vivre ensemble, c'est fini. Non. D'accord, on a la phase où on veut se mettre ensemble, mais quand on veut vraiment concrétiser ça, il faut s'asseoir pour discuter. Quel est le plan? Est-ce que toi, tu vois telle chose? Donc, on discute de tous les points avant de signer le contrat de mariage. Et je vois déjà, j'essaye de lire dans ce qui a été dit que ça n'a pas été fait. Et quand on revient par exemple sur la partie project management, en gestion de projet, on appelle ça la phase de cadrage, où on va s'entendre vraiment sur le périmètre. On veut faire quoi, comment, etc. Et je vais vous dire par exemple un truc très simple, puisque moi je suis project management senior. 100% des missions que j'ai, quand je commence, la première chose que je fais, j'augmente la durée de cadrage. Parce que les gens confondent ça juste à lancement. Bonjour, c'est le lancement et on sait. C'est pas ça le cadrage. Le cadrage, c'est qu'on discute vraiment point par point, détail par détail, tout ce qu'on veut faire. On analyse même toutes les informations qui sont là.
Donc, avec tes amis, quand vous vous mettez ensemble, vous discutez vraiment, toi, tu veux faire quoi? Tu veux t'inscrire dans quelle école? Est-ce que tu vas au catéchisme? Combien de temps tu penses que tu seras disponible pour travailler dans le projet? Qu'est-ce que tu attends du projet et quand? Est-ce que tu penses que peut-être que dans 2 mois, tu ne seras plus là? Si tu n'es plus là, comment on va faire? Donc, vous devez d'abord vous asseoir longtemps et discuter de tout ça avant de commencer à travailler ensemble. Souvent, la première source de difficulté, elle est là. Donc ça, je crois que ça n'a pas été fait et à l'avenir, il faut toujours faire ça. La deuxième chose maintenant, quand les problèmes apparaissent, comme il l'a décrit, et Christelle Agossou l'a dit tout à l'heure, il faut discuter. Le dialogue. Il faut discuter. Que tu aies le temps, pas le temps, etc. On a une urgence à livrer. Souvent, on pense, oui, mais il faut qu'on aille là, on discute demain. Non, 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 non. Quand il y a un problème qui apparaît au sein de l'équipe, qui fait le boulot, qui fait la réussite du projet? C'est vous. Donc, si le vous ne fonctionne pas, tout ce que vous faites, vous perdez votre énergie. Donc, dès que ça apparaît, stop, on s'assoit, on discute. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, il n'y a pas quelqu'un qui a tort, il n'y a pas un accusé, il n'y a pas un juge. Mets les choses sur la table. Pourquoi tu es pressé? Est-ce que ça ne t'intéresse plus ou bien c'est juste parce que tu as une urgence? Et peut-être que tu seras surpris d'attendre que, en fait, il est même plus passionné que vous tous dans le projet, mais peut-être on lui a coupé les vivres et maintenant il doit aller manger. S'il ne dort pas, il ne va pas travailler dans le projet. Impossible. Donc en discutant, vous allez peut-être même l'aider à trouver cette solution pour qu'il puisse contribuer. Donc, deuxième élément, c'est discuter. Le troisième élément, et c'est là où moi je tranche, c'est pas obligé qu'il soit dans le projet. Parce que quand vous avez fait tout ça et vous voyez que c'est pas possible pour X raisons, si vous le forcez, vous pourrissez le projet parce que lui, il aura été honnête dans la discussion. Par exemple, d'un seul coup, moi maintenant, toutes ces histoires, ça m'intéresse pas, j'ai une nouvelle femme et elle veut qu'on aille faire lavage auto quelque part. Tu peux tout dire, il est amoureux, il veut faire lavage auto. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Tu vois, non? Donc, c'est pas obligé de réussir à l'intégrer. Maintenant, si après tout ça, vous ne pouvez pas, c'est à vous de trouver une solution pour continuer parce que ça serait malheureux d'abandonner juste à cause d'une seule personne. Maintenant, si c'est tout le monde, le projet, il meurt de sa plus belle mort et il y aura d'autres projets. On va prendre 2 autres questions très rapidement. Vous aviez confirmé qu'il est bien possible d'entreprendre dans le secteur du numérique. Je veux savoir concrètement ce qu'on peut faire dans le domaine du numérique et comment cela peut rapporter de l'argent. Et aussi, je veux savoir quelles sont les opportunités professionnelles qui s'offrent à eux aujourd'hui. Merci. Vu le profil de M. Maxime, on a comme impression que c'est quelqu'un qui manipule l'anglais tout le temps. Alors, nous aimerions comprendre, ou bien nous aimerions recevoir des conseils de sa part à propos, nous, jeunes étudiants qui voulons se lancer sur l'entrepreneuriat, quels conseils nous donne à propos de la langue anglaise? Et aussi, combien de fois l'anglais l'a ouvert certaines portes? Vous nous avez parlé des 3 piliers pour réussir dans l'entrepreneuriat, à savoir les techniques de management, techniques marketing et la stratégie. J'aimerais savoir ce qu'il en est du capital de départ. Parce que partir de rien pour réussir sa vie, c'est ce qu'on nous dit. Et je dis, pour bâtir une haute muraille, pour bâtir une grande villa, c'est bien sûr une fondation qu'on le fait. Même pour mendier, on a besoin de 350 francs pour acheter calebasse. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce qu'il en est. Merci. Donc, on commence par répondre à la dernière question. Madame Agossou, est-ce qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Bon, je vois qu'il est pragmatique. Très pragmatique. C'est un futur entrepreneur. Et il a raison, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Pour ma part, je dirais non. Il faut être réaliste. Maintenant, la question, c'est d'où vient le 1 franc, le 2 francs ou le X millions? On peut pour entreprendre déjà, Monsieur Akplogon l'a bien dit, il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif, il faut avoir une équipe et avoir un produit, un service
qui répond à une problématique. Et maintenant, comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que c'est vrai, j'entreprends, il me faut recruter des gens, il faut payer le carburant pour aller démarcher des clients ou ne serait-ce que aller sur mon lieu de production. Il faut acheter du papier parce que je veux faire une carte de visite. Tout ça demande des coûts. On ne peut pas, de mon point de vue, entreprendre la poche totalement vide. Il faut être honnête. Donc, pour se donner maintenant les moyens de ses ambitions, la question c'est de définir à quel moment on veut entreprendre. Où est-ce qu'on en est de sa vie à un instant T. Est-ce qu'on a quelques économies qu'on est prêt à investir dans l'entreprise? Est-ce que les différents... l'équipe qui lance cette entreprise-là, qu'on soit tout seul ou à plusieurs, est-ce qu'on est prêt déjà on a de quoi investir dans cette entreprise-là? Si on ne l'a pas, est-ce que nous avons des gens autour de nous qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider à avoir ce financement? Allez se renseigner sur quels sont les fonds qui sont disponibles via des ONG, via des institutions, pour comprendre quels sont déjà les objectifs de ces institutions, parce que personne ne donne de l'argent gratuit, ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous donne de l'argent ou vous prête de l'argent, sachez ça a un prix. Il y a forcément une contrepartie derrière. Mais même le Père Noël, je ne suis pas sûre qu'il donne des cadeaux gratuitement. Même lui, à un moment donné, il doit trouver son intérêt dedans. Donc, quelque part, il faut effectivement, on ne peut pas se lancer à 0 francs. Et la question, c'est de se dire, voilà, je veux me lancer. Est-ce que j'ai les moyens pour mon ambition? Si la réponse est non, un point peut être déjà, je vais travailler. Je vais faire peut-être d'autres activités pour gagner de l'argent. Et cet argent dont je sécurise une partie, parce que moi, je sais que j'ai mon objectif derrière et que cet argent, je vais le réinvestir dans mon entreprise. Même les plus grands qui aujourd'hui ont de grandes entreprises, M. Aklogan parlait de Jack Ma, n'allons pas très loin, même en restant au niveau local, au Bénin ou ailleurs en Afrique. Pour lancer une activité, ils n'ont pas cueilli les billets sur un arbre. Ils sont souvent travaillé dans d'autres activités, en étant salariés, en faisant des choses qui n'étaient pas forcément dans leur formation ou leur domaine de compétences, mais parce que eux, ils ont cet objectif en se disant, bon, moi, dans 5 ans, dans 4 ans, je veux lancer mon entreprise, j'ai mon idée, elle est structurée, mais avant d'y arriver, j'ai besoin d'un capital de départ. Et ce capital de départ, c'est difficile de faire la quête auprès des gens pour avoir ce dont on a besoin. Donc, parfois, on a besoin de passer par certaines étapes pour se constituer ce capital-là et le réinvestir. Donc, rien ne se fait sans sacrifice. Il faut un peu de sacrifice. Voilà. Disons que peut-être qu'il y a autant de manières d'entreprendre que d'entrepreneurs et de types d'entreprises. Très clairement, si mon ambition c'est de créer une usine qui fait du tissu à partir du coton qu'on produit, c'est pas avec mes économies ou bien une cotisation que je peux le faire. Là, c'est un projet où ça demande un investissement conséquent. Deuxième chose, il y a une question de caractère. Il y en a qui ont besoin d'être dans les bonnes conditions pour avoir la bonne ligne droite pour dérouler ce qu'ils veulent faire. Et il y en a qui aiment plutôt peut-être les chemins cabossés et qui sont un peu atypiques. Et je ne vous le cache pas, moi je suis très atypique. Je vais prendre d'abord l'exemple qu'il a dit pour le mendiant, il lui faut une calebasse de 350. Mais Christelle Agosso a déjà répondu. La calebasse de 350, si tu fais la lessive quelque part, tu as les 350 pour avoir la calebasse. Donc, ce que moi j'entrevois dans sa question, c'est je veux entreprendre, il faut forcément que quelqu'un me donne l'argent. Et ça, moi je dis non. Parce que entreprendre, c'est toi. Si tu arrives à mobiliser des moyens, quelqu'un te donne, tant mieux.
c'est plus facile. Mais si tu n'y arrives pas, reconstruis ton idée. Moi, j'ai créé une entreprise. Au début, quand j'ai créé mon entreprise, c'était pour vendre des ordinateurs. Mais j'ai vu que je n'ai pas l'argent pour acheter des ordinateurs pour les vendre. Donc, j'ai tourné, j'ai dit, je sais comment fonctionne un ordinateur. Je vais réparer des ordinateurs. Et en réparant les ordinateurs, j'ai gagné l'argent pour commencer à acheter quelques-uns pour les vendre. Et c'est un exercice que j'avais eu à faire, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans. J'ai vu un certain nombre de grandes écoles sur le côté entrepreneuriat et je demandais quel est l'ingrédient indispensable sans lequel vous n'avez pas une entreprise. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le business plan, ce n'est pas l'argent. C'est le client. La seule chose dont vous avez besoin pour dire que vous avez une entreprise, c'est d'avoir un client. Mon premier gros coup où j'ai gagné plusieurs millions, parce qu'avant je gagnais 10 000, 50 000, etc. Je pense que j'avais gagné 3,5 millions, ce qui était une fortune pour moi à l'époque. J'ai vendu 5 ordinateurs, mais j'ai vendu à qui? Quelqu'un qui a décidé d'être mon client et me les acheter. Et je lui ai dit, je sais où acheter les bons ordinateurs. Je sais combien ils coûtent. Je sais quelle est ma marge et je sais combien je vais te vendre ça. Mais j'ai 0 francs. Il dit d'accord. Et c'est pas une histoire fausse. Si vous voulez, je vous dirai le nom. En plus, c'est une personnalité de ce pays. Vous pouvez vérifier. Et je crois que ça coûtait 700 000 à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, j'achète ça à 500 000. Le fret, machin, ça. J'ai décomposé mon prix devant lui. Vous serez surpris, parce qu'avant, j'ai travaillé beaucoup avec lui. J'ai fait de la maintenance. Donc, il y a une confiance qui s'est installée. Oui. Il m'a donné les 500 000 pour acheter l'ordinateur. Quand c'est arrivé à la douane, je lui ai dit, voilà, tu sais, la douane, c'était tentant. Il m'a donné l'argent de la douane. Je l'ai livré et maintenant, il m'a donné mon bénéfice. Parce qu'il a choisi d'être mon client. Avant, j'ai fait ce qu'il faut. Il y a une confiance qui s'est assise. Oui. Et sans aller plus loin, même parmi vous là, il y en a qui font ça. Je suis sûr que dans vos classes là, il y a toujours un gars dans la classe là. C'est lui qui vend les crédits. C'est lui qui change les téléphones. Tu as le iPhone 8, je peux t'avoir le 9 pour tant. Il n'a pas investi. Il connaît un gars qui a donné le 9, il t'a donné le 9 à toi, il a fait la marge. Il n'y a pas quelqu'un comme ça dans votre classe? Toutes les classes, il y en a. Il entreprend. Il n'a pas d'argent. Mais dans 5 ans, vous allez voir ce gars, il aura peut-être le plus grand magasin de téléphone en face du campus. Donc moi, c'est vrai, il y a des caractères où il faut vraiment que... Et en plus, il y a des types de business, ça ne peut pas marcher comme ça. Hein. Il y a des business, vous ne pouvez pas faire petit, ça, non. Oui. Il y a des business, vraiment, vous devez avoir le plan clair, le financement au bon endroit et le dérouler. Mais dans 50%, 60%, 70% des petits business où on peut démarrer petit et devenir grand, vous n'avez besoin de rien, vous avez besoin de vous. Et vous êtes le meilleur investissement. Ça, c'est mon intime conviction. Alors, il y a une question qui suit directement celle dont on vient de répondre, et de savoir comment je gagne de l'argent. Lorsque j'entreprends dans le numérique, comment je fais pour gagner de l'argent? Bon. Je dirais que la question est assez vague. D'accord? Parce que il ne faut pas non plus donner que des illusions aux gens. On n'est pas là pour ça. Comment je gagne de l'argent dans le numérique? La question, je ne sais plus qui l'a posée, c'était une jeune femme, je crois. Oui, c'était une jeune femme. La question est assez vague. Donc, il faut déjà, pour atteindre un objectif, il faut qu'il soit précis. Donc, quand on dit, je veux gagner de l'argent dans le numérique, comment je fais? En posant le problème comme ça, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas spécifié ce qu'on veut faire pour justement gagner de l'argent. Et gagner de l'argent dans quelle proportion? 1000 francs, c'est de l'argent. 500 000, c'est de l'argent. 500 millions, c'est de l'argent. Donc, il faut aussi définir ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, moi, je reviens toujours à ce principe qu'il faut... Le but n'est pas de dire « je veux gagner de l'argent ». C'est sûr, on a tous besoin d'argent pour vivre, pour faire tourner la popote, pour payer le loyer et nos charges. Mais quand on se positionne en tant qu'entrepreneur, la première question n'est pas de se dire
comment je vais gagner de l'argent. C'est de se dire, je veux mettre en place quelque chose qui va apporter de la valeur. Et cette valeur, elle est apportée à qui? Elle est apportée à un client. Parce que c'est celui qui va consommer votre produit et votre service, qui va le payer et qui va aussi faire autour de lui, ça va faire effet boule de neige, cette publicité qui vous permettra d'élargir votre base client. Et en élargissant votre base client et en ayant plus de services que vous leur vendez, obligatoirement, fatalement, vous allez gagner de l'argent. Donc moi, pour repositionner cette question, parce que je ne vais pas répondre à cette question, comment je gagne de l'argent dans le numérique, parce que bon, les gayman aussi gagnent de l'argent avec le numérique, mais ce n'est pas ce qu'on recommande et j'espère que ce n'est pas l'ambition que vous avez. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais c'est d'abord créer de la valeur, apporter de la valeur, répondre à une problématique. Et vous n'aurez des gens qui consommeront vos solutions, vos produits, que si vous répondez à leurs problématiques. Et à ce moment-là, ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour acheter le service et le produit que vous leur proposez. Et ensuite, dans le schéma, vous gagnerez de l'argent. Progressivement. Progressivement. Monsieur Akplogon, l'un d'entre eux a parlé de l'anglais, très important. Donc, il constate que vous maniez la langue anglaise. Bon, je ne sais pas comment il a constaté, mais il aimerait savoir comment partir de cette langue-là aussi pour apporter une valeur ajoutée dans sa vie, dans son entreprise, au quotidien. Ok. Disons, là où il a pleinement raison, c'est que la technologie, c'est quand même très fortement l'anglais. Je ne suis pas l'expert mondial en programmation, mais je ne connais pas un langage qui est en français, en fait. Tous les langages de programmation sont en anglais. Donc déjà, là, ça limite. Donc, effectivement, dans le numérique, une certaine maîtrise de l'anglais est importante, et je dis bien une certaine maîtrise. L'anglais dont il s'agit, c'est pas « you are beautiful, I love you », on s'en fout. C'est vraiment pouvoir coder, pouvoir faire des choses assez intéressantes dans le domaine du numérique. Et moi, je vais peut-être vous décevoir parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, j'aime pas les trucs extraordinaires. Je suis vraiment quelqu'un très terre à terre, j'aime les choses au sol. Il faut aller apprendre l'anglais. Si vos parents sont très riches, vous allez à Washington, vous apprenez l'anglais. À Londres, c'est un peu plus près, vous appelez l'anglais. Afrique du Sud, on se rapproche, vous appelez l'anglais. Ghana, au fur et à mesure, le montant diminue. Washington, c'est peut-être 10 millions. Londres, il faut compter 5 millions, quoi. Afrique du Sud, on passe à 3 millions. Bon, Accra, 1 million. Mais moi, je peux apprendre l'anglais pour 10 000 francs. C'est pas très cher, ça marche bien. Vous quittez ici, vous allez à Akpakpa, la zone de Houdegbe, il n'y a que des Anglais, ils parlent tous anglais. Tous les vendredis, samedi soir, vous allez là-bas. Si c'est les garçons, il faut draguer les filles, les Nigérianes qui sont là-bas. Vous apprenez la langue très vite. C'est pas compliqué du tout. D'accord? Donc, vraiment, pour être vraiment... L'anglais, tu vas l'apprendre partout. Et comme j'ai dit, il y a toujours notre ami. Demande-lui. Tonton Google, nomdefamille.com. Je vais apprendre l'anglais pour draguer la go, là. C'est comment? Et dit, listen to seduce the go de Akpakpa. Tu vas apprendre ça. Bon, tonton Google, je vais apprendre l'anglais parce que là, je veux faire un programme sur Android. Il va te donner la leçon. Donc, moi, vraiment... Et c'est pour ça, quand on avait commencé au début, on disait investir dans le numérique, qu'est-ce qu'il faut? Tout ce qui est fait comme investissement. Quand vous entendez milliards et milliards, c'est vraiment de l'argent. Hein. On ne fait pas ça pour que vous fassiez bisous, bisous. Hein. C'est parce qu'on sait que ça va vous permettre de créer des entreprises et de gagner l'argent. Quand nous on parlait en aparté avant qu'on ne passe à l'antenne, Christelle Agossou disait qu'elle a tiré la fibre partout ici. Pourquoi on vous a donné cette fibre, vous pensez? C'est parce qu'on sait que ça vous permet de parler à tonton Google et quand vous lui parlez, vous allez créer une entreprise, vous allez gagner de l'argent. Et l'argent que gagne le Bénin, c'est quoi en fait? C'est l'argent qu'elle gagne, je gagne et chacun gagne. C'est ça, on additionne et ça fait l'argent que gagne le Bénin. Patrice Talon ne gagne pas l'argent du Bénin. Il gère l'argent du Bénin. Mais l'argent du Bénin, l'argent que le Bénin
fabrique. La valeur ajoutée que le Bénin crée, c'est l'addition de la valeur ajoutée que chaque Béninois fait. Et il comprend que lui, son rôle, c'est de vous donner les moyens de créer cette valeur ajoutée-là. Et les moyens, ils sont là. Même dans le campus, vous apprenez l'anglais. Même dans le campus, je suis sûr qu'il y a des gens même qui sont anglophones. Il y a des clubs aussi. Il y a énormément d'astuces parce que moi, je suis dans une firme internationale. Oui, on parle anglais tous les jours. Parce qu'il n'y a pas le jour, tu n'as pas une réunion avec quelqu'un qui est à Londres, tu as une réunion avec... l'anglais même, c'est bien. Quand tu parles anglais avec les Indiens, c'est un autre anglais. Quand tu parles anglais avec les Chinois, c'est un autre anglais. Et toute cette semaine, j'ai parlé anglais avec des Chinois de Chine. C'est épuisant. Parce que c'est autre chose. Et moi-même, j'ai parlé à tonton Google il y a un mois. Je dis, je parle anglais et tout, mais quand je parle anglais, ça fait pas Washington, quoi. Ça roule pas bien. Il dit, bon, il y a un truc, tu prends des podcasts où il parle de sujets en anglais. T'inquiète pas, tu comprendras rien. Mais ton cerveau, il s'est habitué à entendre comment on prononce ça. Et tu vas te retrouver à prononcer ça très bien sans t'en rendre compte. Parce que quand on est bébé, on ne sait pas parler. Votre bébé, il ne sait pas parler fond, gon ou français. Pourquoi quand il commence à parler, après, il sort les mots en français ou plutôt en gon? C'est parce qu'il est là, il entend les mots en français. C'est vos captes. Donc, j'ai fait ça pendant 3 semaines, ça a marché. Tous les matins, quand je vais au boulot, là, je mets le code podcast dans ma voiture, c'est en anglais. Des fois, j'écoute un peu, après, ça me saoule, je dis, lui, là, on ne comprend rien. Mais le gars, il a dit, tu n'éteins pas. Tu vas jusqu'au bureau et tu fais ça. J'ai fait ça. Et je me suis rendu compte que, dans certaines discussions, la manière dont je roulais certains termes-là, moi-même, je suis surpris. Je dis, quand même, là, ça évolue, quoi. Vous voyez? Donc, très sincèrement, moi, j'aime vraiment les choses très, très simples. J'aime pas un truc extraordinaire où il faut aller à Harvard et tout ça. Non. Les choses, en fait, elles sont là tous les jours. Et comme on l'avait dit au début, et qui est un peu le filigrane, essayez, faites. Il y a une méthode, vous allez essayer, ça marche pour vous, ça ne marche pas pour l'autre. Vous allez essayer, vous allez trouver le chemin. Mais l'anglais, il n'y a rien de plus facile. Alors, surtout quand on est au Bénin avec le Nigeria et le Ghana. Franchement, il y a des pays, elle a fait le Niger. Dites, si vous êtes Nigérien au Niger, pour apprendre l'anglais, je peux vous dire c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous avez moins de gens autour de vous. C'est un pays très désenclavé, etc. Parce que je travaille beaucoup sur le Niger maintenant. C'est compliqué. Vous avez la chance, vous êtes au Bénin, quoi. Au Bénin, l'anglais, c'est taxi, 500 francs, tu es en Angleterre. Donc, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Et peut-être juste pour compléter les propos de mon collègue, c'est que j'imagine que beaucoup d'entre vous regardent la télé. Je me trompe, enfin, que ceux qui ne regardent pas la télé lèvent la main. Comme ça, ceux et celles qui ne regardent pas la télé. Il y en a qui ne regardent pas. Qui ne regardent pas, j'ai dit. Hein. Christelle Agossou, ça c'est le pourcentage des bluffeurs. Hein? C'est ça, ce sont les bluffeurs. Donc, ou qui vont sur YouTube, qui regardent des petites vidéos, ou qui passent aussi du temps sur Facebook et tout ça. Mais regardez des chaînes anglophones. Plutôt que de regarder les films à l'eau de rose là, ou les novellas, ou les maîtresses d'un homme marié, ou les histoires comme ça, mais regardez plutôt des chaînes anglophones. Écoutez les informations en anglais, écoutez ce qu'ils disent. Et comme il expliquait, l'oreille s'habitue. Le cerveau s'habitue, l'oreille s'habitue, et vous seriez surpris de voir à quelle rapidité vous aussi, vous arrivez à intégrer la langue et que vous commencez à capter des mots, des phrases. Et donc, tonton Google vient compléter tout ça. Merci à nos invités. Je prie donc les étudiants d'applaudir si vous avez gagné énormément de... Merci. Alors, avant de clôturer, nous allons quand même permettre aux invités de nous dire un tout dernier mot. Voilà, les étudiants sont en face de vous. Vous avez partagé quand même, même si c'est 45 minutes ou 1 heure, ne serait-ce que quelques minutes avec eux. Ils vous ont écouté, ils ont posé des questions, mais est-ce que, sur la base de vos expériences, sur la base de ce que vous êtes aujourd'hui, au niveau où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment, ne serait-ce qu'une phrase, quelque chose à dire
et qui va rester, comme on le dit dans la Bible, sur la table de leur cœur. Je vais commencer par Madame Agosso. Un dernier mot pour nos chers étudiants. Un dernier mot. Continuez à faire ce que vous faites déjà. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez considéré que cette discussion pouvait vous apporter quelque chose. C'est que vous avez fait cette démarche. Certains avaient vent de cet atelier et ont préféré rester dormir ou faire autre chose ou aller jouer au foot, ce qui est très bien aussi. La vie est un choix. Donc, si vous avez fait le choix d'être assis ce matin, de nous écouter, de nous consacrer du temps, c'est que vous avez estimé que ça apportait un bénéfice, un plus pour votre construction, pour votre développement personnel et pour votre évolution. Donc, moi, le mot que je vous dirais, c'est continuer dans cette démarche-là, renforcer cette démarche, parce qu'elle paiera, elle vous apportera tous les fruits que vous estimez, que vous espérez. Donc, merci en tout cas à vous tous d'être venus et de nous avoir chaleureusement écoutés. Merci Madame Agosso. Monsieur Aplogan. Je pense que nous qui sommes ici, Patrice Talon, je le prends toujours comme exemple parce que comme il est en haut, ça permet de mieux fixer les idées. Il a été étudiant comme vous. Il a porté des dimensions comme vous parce qu'il n'avait pas le budget. Il est arrivé le samedi où l'argent était fini et il fallait qu'il aille voir les collègues à côté pour qu'on lui file un peu de gari qu'il va rembourser. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Quand vous voyez n'importe qui là, dites-vous que il n'y a aucun bébé qui est né avec un titre. C'est faux. Donc, quand on vous dit que elle est experte en stratégie, elle a travaillé pour telle boîte internationale, il est consultant de machin, tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est la même chose pour tout le monde. On se lève le matin, on se lave, on va faire un travail, on rentre à la maison, on dort. Donc, l'idée que je veux vous passer par là, ne créez rien. Respectez bien sûr le parcours des autres, mais ne vous laissez pas éblouir, ne créez rien. Osez tout. Parce que là où vous êtes au meilleur moment où on peut tout essayer. Si on vous dit la vérité, on a bien envie de revenir ici, à cette étape de notre vie où on voulait tout essayer, on pensait qu'on était les gars les plus intelligents ou les filles les plus intelligentes de la planète, qu'on allait devenir Steve Jobs et tout. Parce que malheureusement aujourd'hui, on n'arrive plus trop à croire qu'on va être Steve Jobs. Parce que plus on s'en rapproche, plus ça s'éloigne. Vous voyez un peu, non? Mais à votre étape, osez tout. Ne craignez absolument rien. Si je vais laisser quelque chose comme elle a dit là, c'est ça. Osez tout et n'importe quoi de préférence. Merci. On applaudit une fois encore à nos invités. Monsieur Aplogan l'a bien dit, osez tout, tout et tout. Et Madame Agosso a ajouté une chose très importante, persévérer. Il faut persévérer dans le domaine qu'on a choisi. Ce sera tout simplement tout pour ce 3e numéro de Leadership Talk Series. On remercie nos invités d'être venus partager leur expérience avec nous. À très bientôt.